Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si jamais tu n'as pas encore vu le premier épisode de cette vidéo, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus. C'est une introduction avec l'accompagnement du premier épisode qui justement précède les épisodes qui vont suivre et que tu es en train de voir dans cette vidéo. C'est quoi en fait cette série qui a été mise en place? C'est une série que j'ai décidé de tourner suite au mastermind que j'ai donné le 6 juin à Lille et qui a permis en fait de faire ressortir plusieurs constats suite à des échanges avec des participants. Le premier épisode était basé sur l'importance de l'environnement, c'est-à-dire investir avec un emplacement et un environnement et pas uniquement avec une stratégie et une rentabilité sur le papier. Et le deuxième épisode, aujourd'hui, c'est de t'expliquer l'importance de la fiscalité. En effet, vous êtes beaucoup à bouder ces vidéos sur YouTube. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, paradoxalement, ce sont des vidéos qui font beaucoup de pouces bleus, beaucoup de mise en avant, mais pour autant, elles n'ont pas assez de vues parce que aujourd'hui, les gens préfèrent être dans la récompense immédiate en regardant du contenu assez simple à enregistrer plutôt que de regarder des vidéos qui font mal à la tête. Il n'y a aucune honte à ça, je te rassure. Si c'est ton cas, je suis le premier aussi à faire la même chose. Mais ce que je veux te dire, c'est que si demain tu veux investir dans l'immobilier, si demain tu veux réussir, si demain tu veux aller loin, c'est important pour toi de maîtriser la fiscalité. Et je vais te donner l'exemple d'Aline, qui était une de mes participantes et qui, en fait, tout simplement m'a fait une remarque qui était très juste et je voulais t'en parler. Aline, c'est très simple, c'est une fille qui aujourd'hui a fait le choix de s'inscrire à mon mastermind pour en apprendre de plus en plus, qui est dans une phase où elle a beaucoup de connaissances, qui aujourd'hui en plus évolue dans le monde de la banque, qui a toutes les cartes en main pour réussir et qui pourtant paradoxalement est passée à ça de louper sa vie d'investisseur. Et quand je dis louper, je ne pèse pas mes mots parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, le fait de ne pas maîtriser la fiscalité dans un investissement locatif, c'est peut-être la pire chose qui puisse t'arriver. Aujourd'hui, on l'a vu dans le premier épisode, l'emplacement c'est quelque chose de primordial. Mais si tu te trompes sur l'emplacement, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu as fait des belles choses, il y aura toujours des personnes pour louer ton logement. Malheureusement, comme on l'a vu dans le premier épisode, ça ne sera pas forcément des personnes de premier choix, ça ne sera pas forcément des personnes avec qui tu auras les meilleurs échanges, mais quoi qu'il arrive, en théorie, ton logement sera loué et tu arriveras à voir ton projet évoluer sur le temps. Par contre, d'un point de vue fiscalité, si là tu fais une erreur, là c'est très problématique. Parce que bien souvent, tu as des régimes fiscaux qui te coincent et qui t'obligent à louer pendant 3 ans révolus. 3 ans révolus, ça veut dire qu'admettons, si tu as fait ton investissement en juillet, tu dois attendre qu'il ait 3 ans, donc juillet plus 3 ans, et révolu, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de cette année. Et dans certains cas, ça peut vraiment être dramatique parce que les gens vont mettre un projet en place en pensant qu'il va être rentable et une fois qu'ils vont commencer à payer des impôts, ils vont comprendre leur erreur. Et quand tu dois subir cette erreur pendant plusieurs années, ça peut faire très mal, ça peut être très compliqué et ça peut te dégoûter de l'investissement locatif à vie. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec tonton Bernard ou je sais pas qui va te donner des conseils en repas de famille ou à la salle de sport et qui va dire « mais fais jamais d'investissement locatif, c'est de la merde, tu gagneras jamais d'argent ». Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux bannir parce que je l'ai vécu à titre personnel. Comment tu peux m'expliquer que sur un même projet, j'en ai un sur lequel je payais 250 € d'impôt par mois et sur l'autre, je payais 0 € d'impôt par mois? Tout simplement parce que j'ai adapté la fiscalité à ma situation et à mes projets. Et si justement tu arrives à faire la même chose, c'est comme ça que tu vas être un très grand C'est comme ça que tu vas être un très grand investisseur. Alors, je vais me décaler sur la gauche et je vais te faire apparaître juste ici un exemple qui est très simple, qui est l'exemple en fait d'Aline qui aujourd'hui voulait investir sur une maison qui était située à la campagne, qui est une maison avec un très bon retour sur investissement, puisqu'aujourd'hui on est dans un système où cette maison lui rapporte 8,5% de rentabilité, ce qui est très bien. On est dans un système où Aline a identifié que ce village était très coté et que dès qu'une annonce sortait, les gens sautaient dessus, même si la qualité, le standing n'était pas top. Donc aujourd'hui, je te laisse imaginer la vitesse à laquelle elle va louer son logement en suivant les standards de rénovation qu'on lui a donnés. Et on arrive dans un système où
Aline a identifié aussi que dans ce village, les gens qui louent restent en moyenne 5 ans dans le même logement. On est donc dans un système où cet investissement paraît l'investissement parfait. Oui, à un point près, la fiscalité qu'Aline n'a pas identifiée. Quand Aline a voulu mettre en place son projet, elle m'a dit voilà, moi je vais le louer de cette façon, et la façon qu'elle voulait exploiter, c'était la location nue. En exploitant son bien en location nue, elle s'expose à ce qu'on appelle les revenus fonciers, et il s'offre à elle uniquement deux solutions. Soit la solution qui apparaît juste ici, soit la solution qui apparaît juste ici. La première solution, c'est quoi? C'est que si tu encaisses moins de 15 000 € de revenus fonciers par an, charges comprises, tu es dans un système où tu peux avoir tout simplement ce qu'on appelle la mise en place du régime forfaitaire, c'est-à-dire qu'on prend le loyer encaissé sur lequel on va venir mettre un abattement de 30% et sur les 70% qui restent, tu viendras payer ta tranche d'imposition plus la CSG. Aujourd'hui, Aline se retrouve donc dans une situation où si elle est dans une tranche à 14%, payera ce montant d'impôt. Si elle est dans une tranche à 30%, payera ce montant d'impôt. A l'inverse, on a ce qu'on appelle le régime au réel, qui est le régime dans lequel elle va venir déduire toutes les charges qu'elle peut avoir, les travaux, la taxe foncière, l'assurance et bien d'autres charges annexes qu'elle pourrait avoir. Et ce régime réel est accessible soit automatiquement, et c'est très important, au-dessus de 15 000 € de loyer par an, soit volontairement si c'est son souhait. Une nouvelle fois, Aline se retrouve dans une situation où malheureusement elle risque de faire une seconde erreur, c'est qu'elle n'a pas prévu qu'il y allait ne pas avoir de travaux à l'instant T. Uniquement la façade à refaire, elle a fait l'estimation, il y en avait pour à peu près 3 000 €. Aline se retrouve donc dans un système où la première année, elle ne va pas payer d'impôts puisqu'il y a beaucoup de charges à déduire. Elle pense donc que son projet est très intéressant et que fiscalement il est optimisé. Sauf que si on étudie sur la deuxième, sur la troisième et sur les années suivantes, Aline se retrouve dans un système où tous les ans, elle a une fiscalité qui est égale à ce montant. Et on se rend même compte qu'au final, sa fiscalité est supérieure au régime forfaitaire. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a pris le régime réel, comme je te le disais, on est engagé pendant 3 ans révolus, contrairement au régime forfaitaire qui ne nous engage pas et qui nous permet de revendre n'importe quand. On se retrouve donc dans une solution où la question est de se dire, est-ce qu'Aline doit prendre ce logement ou est-ce qu'elle ne doit pas le prendre? Aujourd'hui, les deux fiscalités qui lui permettraient de payer très peu d'impôts, ce sont des fiscalités qui intègrent l'amortissement, c'est-à-dire qui intègrent tous les ans une dépréciation comptable de ton bien immobilier, ce qui fait que comme tous les ans, tu peux appliquer une quote-part égale à l'amortissement de ton bien immobilier, tu es dans un système où il est très peu probable que tu payes des impôts sur les 5, 6, 8, voire 10 premières années si tu as fait correctement les choses. Ces deux régimes qui t'offrent l'amortissement sont lesquels? Ce sont les régimes en société et les régimes en loueur meublé non professionnel ou professionnel. La question donc est de se poser si ces régimes sont judicieux pour cet investissement. Aline se situe dans un village où on a à peu près 5 à 600 habitants et où on est dans un système où les gens restent très longtemps. Le meublé est donc à exclure. On sait d'office que les gens ne sont pas intéressés pour louer en meublé puisque les gens se projetant de rester très longtemps et vraiment de garder cette ambiance village ne voudront pas avoir des meubles que tu leur donneras. Ils voudront avoir leurs propres meubles, voire bien souvent, ce sera un logement qu'ils prendront après avoir vécu déjà dans un premier logement et donc viendront déjà avec leurs propres meubles. Faire du LMNP ou du LMP serait donc une erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous met pas assez souvent sur YouTube en avant. On vous dit toujours « faites du loueur meublé non professionnel ». C'est faux. Aujourd'hui, le loueur meublé non professionnel ne s'adapte pas partout. A l'inverse, Aline aurait été sur une plus petite surface et aurait visé des primo-accédants qui voulaient s'installer pour la première fois tout en restant proches de leurs parents parce qu'ils avaient toujours été habitués à vivre dans ce village. Là, en effet, le loueur meublé non professionnel aurait pu être intéressant. C'est vraiment un point très important, c'est vraiment de vérifier si la fiscalité te correspond, mais si elle correspond aussi au projet que tu es en train de mettre en place. Il reste donc une solution, c'est les régimes en société. L'ASCI, la SAS, la SARL, tout ce que tu veux à partir du moment où c'est un régime en société. Aline se retrouve dans une situation où elle projette de garder ce logement très longtemps. Son objectif, c'est vraiment de garder ce logement
pour pouvoir par la suite le transmettre ou même s'en servir pour financer sa retraite et avoir un complément de revenu. L'idée de la société est donc idéale puisqu'on dit toujours que si vous souhaitez garder un bien immobilier plus de 10 ans, la société est intéressante. Si à l'inverse ce n'est pas le cas, c'est à éliminer. Deuxième point, Aline est dans une situation où elle ne veut pas récupérer l'argent tous les mois. Elle est dans un système où elle préfère laisser l'argent sur un compte pour dire de grossir, de pouvoir réinvestir, mais aussi de venir sécuriser son investissement et de pouvoir payer les travaux qui pourraient arriver dans les années à venir. La société est donc une nouvelle fois un très bon choix, puisqu'aujourd'hui, si tu es dans un système où tous les mois tu veux te rémunérer et avoir un complément de revenu, la société n'est pas le bon choix. Par contre, si tu es dans un système où tu veux très peu souvent te rémunérer ou te verser uniquement des dividendes à chaque fin d'année, la société est un très bon choix. Dernier point, le projet. Aujourd'hui, mettre en place une société coûte de l'argent. Il faut savoir que tu devras déposer des statuts, créer une société, ouvrir un compte bancaire, déposer un capital. Toutes ces choses sont des choses qui coûtent de l'argent et la mise en place d'une SCI ou d'une société de toute autre nature te demandera au minimum 1000 euros. Par la suite, tu seras dans un système où tous les ans, tu auras à peu près 1000 à 1500 euros pour venir entretenir ce projet. La question à te poser est donc, est-ce qu'aujourd'hui, au vu des loyers que je vais récupérer, cet investissement est intéressant? Si ton montage en SCI te coûte plus de 10% des montants que te rapportent tes loyers, tu peux oublier ce système. Et c'est ce qui malheureusement arrive à Aline, c'est qu'elle arrive dans un système où les coûts engendrés par la SCI sont trop importants comparés au montant des loyers qui sont récupérés. On en arrive donc dans un système où Aline a deux solutions face à elle. Soit j'abandonne mon projet et je les laisse passer alors que j'ai vraiment saisi que c'était une très belle opportunité sur le marché, que le bien immobilier était à un tarif très attractif, que je pouvais avoir une très belle rentabilité et qui était même supérieure à la normale pour ce village, et aussi être dans un système où elle aura potentiellement une plus-value latente sur le long terme. La solution est donc aujourd'hui de se dire, est-ce que je vais le lâcher alors que j'ai tout ça, ou est-ce que je vais accepter un sacrifice fiscal? Et c'est vraiment la question que vous devez vous poser. Dans le cas d'Aline, on arrive dans un système où Aline ne peut pas se permettre de payer l'imposition qu'elle devrait subir si elle prenait un mode d'exploitation qui lui demandait d'avoir des revenus fonciers. A l'inverse, si Aline avait été dans une situation où elle pouvait se permettre de payer cette imposition et de voir son cash flow totalement gommé et de devoir remettre de l'argent tous les mois, en effet, elle aurait pu faire cet investissement, mais n'oubliez pas une chose, la banque regardera combien vous dépensez tous les mois pour votre bien immobilier et combien vous récupérez en parallèle. Même si elle viendra respecter la règle des 70%, elle arrivera forcément dans un moment où votre parc immobilier grossira à étudier en détail la façon dont vous investissez et à vous demander, comme ça serait le cas pour une entreprise, un bilan avec la différence entre ce qui sort et ce qui rentre. Et malheureusement, si votre investissement vous demande beaucoup tous les mois, vous serez dans un système où à l'instant T, vous aurez eu ce que vous vouliez, mais sur le long terme, il risque de vous pénaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment être cet investisseur qui va loin, cet investisseur qui voit son parc immobilier grossir, je t'invite des fois à savoir dire non et à ne jamais parler l'émotionnel et à respecter toujours une règle très simple, un emplacement, des chiffres, une fiscalité. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Et en attendant, je te souhaite de très bons investissements et reste bien connecté pour la troisième vidéo qui sortira demain. À très bientôt, ciao!